Bonjour à tous, bienvenue sur l'internaute.com, 20 minutes, Ouest France et aujourd'hui le journal du net pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet, une émission largement consacrée aujourd'hui à l'économie puisque notre invité du jour est Pierre Gattaz, président du MEDEF. Bonjour Pierre Gattaz. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Direct Politique. Avec moi sur ce plateau pour co-présenter l'émission Pierre Cavret, éditorialiste économique de Ouest France. Bonjour Pierre et Mathieu Bruckmuller, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes. Bonjour. Bonjour, chers internautes, vous connaissez le principe de l'émission, je vous le rappelle rapidement, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir à l'émission, commenter et poser votre question à notre invité. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Alors, Pierre Gattaz, on va parler longuement ce matin de dialogue social, de temps de travail, de retraite complémentaire, tous les dossiers que compte prendre en main le gouvernement dans les prochaines semaines. Mais avant cela, un mot sur la grève SNCF du jour qui a commencé hier soir et qui sera finalement très peu suivie par les salariés. Est-ce à dire que, selon vous, l'esprit de responsabilité anime davantage les salariés de la SNCF que ce n'était le cas au mois de juin dernier? Écoutez, je crois que sur les mouvements de grève, je pense que les gens doivent comprendre, nos concitoyens et les salariés, en fait, de façon générale, doivent comprendre qu'on est en mutation. La France est en mutation dans un monde qui bouge à toute vitesse. Donc il faut accepter ces mutations, il faut les comprendre. Il y a un souci de pédagogie de la part des chefs d'entreprise, bien évidemment, des dirigeants. Mais quelque part, je trouve que faire des grèves, en effet, à répétition, n'est pas forcément la meilleure solution pour accepter ces mutations, pour les anticiper et pour s'organiser par rapport, encore une fois, à ce monde qui bouge et qui touche la SNCF, comme tous les autres opérateurs ferroviaires européens ou mondiaux. On passera tout de suite à notre sujet avant d'aborder le cœur de cette émission. Vous avez hier présenté un livre blanc sur le logement, un livre de propositions pour faire évoluer la politique publique du logement, et notamment alléger la fiscalité sur les terrains constructibles, favoriser l'investissement locatif. Mais il y a quelques pistes qui ne sont pas dans ce plan, et certains internautes se posent la question. Et notamment, vous n'abordez pas la question des APL, et on sait, en tous les cas, que les APL, je veux dire, ne favorisent pas spécialement, enfin, participent en tous les cas à l'augmentation du prix des loyers. Qu'est-ce que vous avez à dire autour des APL, notamment ? Écoutez, ce dont je voudrais parler, c'est que le logement, en fait, aujourd'hui, pose deux problèmes fondamentaux. Un problème de mobilité des salariés d'une façon générale. Oui. Le logement est devenu trop cher et il y a des pénuries de logements qui fait que ça freine considérablement la mobilité des salariés ou des cadres qui veulent passer de Grenoble à Toulouse et changer de job. Deuxièmement, c'est une filière en fait qui peut créer beaucoup d'emplois et rapidement. Et aujourd'hui, nous pourrions, les objectifs en fait donnés par un certain nombre de gouvernements, c'était de créer 500 000 logements par an et 500 000 logements en rénovation par an. Et aujourd'hui, nous sommes seulement à 350 000 constructions de logements par an et à seulement 150 000 logements de rénovation. Le gouvernement n'a pas été à la hauteur. Vous voyez bien que les gouvernements successifs, en fait, vous avez ce problème-là qui est un vrai problème à la fois pour la mobilité de nos salariés et donc pour l'emploi, et deuxièmement pour relancer une filière créant des emplois. Donc pour ces deux raisons-là, nous avons fait un livre blanc en disant c'est nous qui gérons ce système, je dirais, du 1% logement qui s'appelle Action Logement maintenant, les partenaires sociaux. Nous devons aussi être exemplaires, c'est-à-dire en fait on demande à l'État de se réformer, de baisser les dépenses publiques, d'améliorer les systèmes administratifs, l'administration. Il faut absolument que nous montrions l'exemple, que nous soyons courageux pour dire ben voilà, ce système ne marche pas, il bloque, je dirais, à la mobilité professionnelle, il bloque à l'emploi, ce sont des filières de croissance et génératrices d'emplois rapides. Eh bien, nous avons fait un certain nombre de propositions dans ce logement courageuses et nous allons continuer en faisant des propositions dans le cadre de ce dispositif paritaire, Action Logement, là aussi, où nous allons faire des propositions dans les mois à venir. Donc la relance du logement, pour vous, est primordiale pour... Oui, ça fait partie, si vous voulez. Vous savez, notre obsession et l'obsession du MEDEF et ma propre obsession, c'est quoi ? C'est l'emploi. C'est la bataille contre le chômage. Et si vous voulez, tout ce que nous faisons au MEDEF, c'est pour créer de l'emploi. Pourquoi ? Parce que, je dirais, le chômage signifie pauvreté, signifie détresse humaine, signifie, je dirais, des tas de choses épouvantables, sociales bien sûr, économiques, politiques, démocratiques à la fin. Et donc, il faut donner de l'emploi à nos jeunes, à nos moins jeunes. Et donc, toutes les filières qui sont capables de créer de l'emploi, il faut les aider. Donc, c'est le logement, bien sûr, le bâtiment, les TP, le tourisme, les filières du futur, l'aéronautique, etc. On a répertorié un certain nombre de filières qui, sans trop de croissance,
en libérant des freins à l'embauche, permettrait en effet de créer jusqu'à 1 million d'emplois. C'est notre fameux projet 1 million d'emplois sous 5 ans. C'est possible. On va le développer. Un mot juste, Émilie nous demande, est-ce que vous avez regardé les propositions de François Fillon sur le logement? Est-ce que ça vous intéresse? Écoutez, je n'ai pas tout regardé en détail, je dois vous avouer. Je n'ai rien vu en tout cas de contraire dans les propositions qu'ont fait François Fillon sur le sujet. Donc je ne m'aventurerai pas pour vous donner une réponse détaillée sur le sujet. Très bien, passons à notre chapitre consacré au dialogue social. Oui. Le Premier ministre a annoncé un projet de loi présenté sans doute à la fin du mois ou dans les prochaines semaines, peut-être début avril, Oui. prévoyant la création d'une forme de représentation adaptée aux petites entreprises et une fusion des instances représentatives du personnel dans les entreprises de 50 à 300 salariés. On a plusieurs questions là-dessus, peut-être Mathieu? Oui, les syndicats qui considèrent que le gouvernement s'est largement appuyé sur vos revendications. Est-ce que les socialistes sont plus près du patronat que des syndicats sur cette réforme, à votre avis, M. Gattaz? Alors, si vous voulez, d'abord, il faut repartir du début. Le début, c'est que nous avons un dialogue social aujourd'hui qui, depuis des années, des décennies, s'est bureaucratisé, s'est complexifié, s'est institutionnalisé dans nos entreprises. Et donc, il faut passer de ce dialogue social très bureaucratisé, complexe, à un dialogue social de qualité, de terrain, de réalité et le plus direct possible avec nos salariés. Je crois que c'est ça, c'est un dialogue social de qualité que nous cherchons. Et donc on tourne autour du pot depuis des années, ce dialogue social en effet assez complexifié, et donc ce que nous avons proposé, ce que nous avons négocié, parce que nous avons fait des négociations pendant 4 mois avec des syndicats réformistes en face de nous, qui ont accepté, je dirais, de discuter. Alors nous ne sommes pas arrivés au sommet du Mont Blanc, nous sommes arrivés 100 mètres en dessous, malheureusement. Et nous avions proposé en effet cet équilibre entre la fusion des 4 instances principales que sont le comité d'entreprise, le CHSCT, les délégués du personnel et les délégués syndicaux, qui sont en obligation d'être mis en œuvre à partir de 50 personnes, fusion dans une instance unique, et avec en effet pour les plus petites entreprises des TPE, la mise en place de comités paritaires régionaux au nombre de 13, une par région, permettant à ces TPE d'aller sur des soutiens, du support de ces comités paritaires en cas de problème. Là-dessus, le gouvernement vous a bien entendu. Vous êtes satisfait de cette oreille? Non, nous sommes extrêmement vigilants parce que si vous voulez, malheureusement, nous n'avons pas réussi à déboucher sur un accord avec les partenaires sociaux. Nous ne souhaiterions pas que cette proposition, je dirais, soit complètement déformée. C'est-à-dire, c'est un tout. Il ne faudrait pas, par exemple, qu'on mette en place des comités paritaires régionaux pour les TPE sans faire la fusion des 4 instances. Parce que là, vous détruisez en fait la logique globale du système, puisque je vous rappelle que le dialogue social que nous avons inventé, c'est un dialogue social dynamique. C'est-à-dire, en fait, les TPE doivent grandir et doivent franchir des seuils sociaux qui aujourd'hui sont très pénalisants, de celui de 9, 10, 11, celui de 49 qui est très pénalisant. Et nous avions trouvé en fait une sorte d'harmonie d'un dialogue social dans la dynamique permettant en effet de pouvoir faire ça. Aujourd'hui, nous avons un peu peur, à vrai dire, qu'il y ait une déformation considérable de cette harmonie, de ce puzzle que nous avions mis en place, que nous avions trouvé. Absolument, mais le gouvernement a repris la main sur le dialogue social parce qu'il y a eu un échec des négociations. Est-ce qu'il n'y a pas eu une occasion ratée et comment vous expliquez cet échec ? Oui, mais si vous voulez, une négociation sociale, c'est une négociation avec des partenaires sociaux. Je dirais qu'on ne peut pas non plus tout réussir. Et malheureusement, on a reporté, ça aurait dû se terminer début décembre, oui. Après, puis c'était janvier, on a reporté encore d'une semaine, on a passé plusieurs nuits entières, dont la dernière. Oui. Bon, si vous voulez, on n'a pas réussi au bord à 100 mètres du drapeau, comme aujourd'hui, est-ce que vous en mordez les doigts? Mais je ne m'en mords pas les doigts. Ce que je veux juste dire, c'est que maintenant, chacun prend ses responsabilités. Lorsqu'il y a un échec d'une négociation avec des partenaires sociaux, eh bien, il faut que le gouvernement soit lucide, réaliste, pragmatique. Et surtout, ne pas politiser le débat. Car aujourd'hui, et depuis des années, depuis des décennies, nous politisons tout. Nous politisons le dialogue social, nous politisons les rapports sociaux, nous politisons le social d'une façon générale, nous politisons l'économique. Et ça, c'est terrible, si vous voulez. Il faut arrêter de politiser l'entreprise, qui n'est ni à gauche ni à droite. Il faut arrêter de politiser l'économie de marché, qui n'est ni à gauche ni à droite. Et il faut surtout arrêter de politiser les rapports sociaux. Vous parlez de politisation des rapports sociaux, mais on a le sentiment que vous prenez des positions assez radicales pour préparer les négociations, comme par exemple sur les retraites complémentaires. Est-ce que ce n'est pas une stratégie qui finalement est contre-productive, qui braque nos interlocuteurs? Non, je ne crois pas. Si vous voulez. Je crois que c'est un problème de vérité et de lucidité. Vous savez, quand vous regardez l'ensemble des rapports qui existent sur la France depuis des années, des mois, des années, vous avez toujours les mêmes constats. C'est-à-dire que la France ne se réforme pas. Et à force de ne pas se réformer,
eh bien, vous êtes dans cette situation où on est au pied du mur. Certes, Pierre Gattaz, mais sur la méthode, est-ce qu'il n'y a pas cette habitude de faire des propositions délibérément très, très, très audacieuses, disons dans votre sens, pour ensuite négocier un peu mais je crois des pas réformes qui vous correspondraient? Je ne crois pas du tout, si vous voulez. Nous, on part de faits et de mesures et de statistiques, si vous voulez. C'est comme dans l'entreprise, vous avez des problèmes à régler. Vous avez un problème de croissance à retrouver ou d'emploi, ce qui est le cas, du chômage à résorber en France. Vous avez très peu de croissance en ce moment depuis des années, depuis la crise, et vous avez un chômage qui reste à 10% et un chômage des jeunes à 25%. Si vous voulez, ce sont des indicateurs très forts. Donc il y a urgence. Et donc, si vous voulez, ce qu'on voudrait et ce qu'on fait, c'est qu'on met sur la table des chiffres, des faits, des statistiques, des mesures qui sont incontestables et qu'on doit partager avec des gens responsables. Les gens qui sont en face de nous doivent être des gens responsables. Cette table, elle est blanche, elle n'est pas verte. Donc quand vous avez un constat, c'est ce que nous essayons de faire au MEDEF, c'est d'avoir un constat et de partager un constat. Et si vous faites du politiquement correct, eh bien, je dirais, vous passez toujours à côté du problème et vous ne réglez pas en profondeur le problème. Aujourd'hui, nous sommes tous au pied du mur. Et je crois que, eh bien, il faut dire, voilà le problème. Voilà aussi comment font les autres. Parce que c'est très intéressant de savoir comment ont fait les Allemands, les Autrichiens, les Canadiens, les Suédois. Comment ils ont réglé tel problème. Et vous apercevez que la France, en fait, sur ces problèmes cruciaux de société, en fait, on n'a pas réglé les problèmes. Et c'est ce que nous reproche la Commission européenne, d'ailleurs. Justement, on va entrer dans le concret, dans vos propositions et celles que défendent les syndicats. Plus largement, parallèlement à cette loi sur le dialogue social, Manuel Valls pourrait mettre sur pied une large loi travail dans les prochaines semaines également, pour imaginer, il a dit, un nouvel ordre social, on le dit en tout cas dans son entourage. Sur la table, plusieurs dossiers un peu sensibles vont être mis, notamment celui du temps de travail. C'est pas très difficile de constater une vraie ligne de fracture entre vous et d'autres syndicats. Philippe Martinez vante, lui, depuis un certain temps, la réduction de temps de travail à 32 heures. On a plusieurs questions là-dessus. Moi, j'en ai pris une qui me paraît intéressante, qui nous dit, Marco, est-ce que c'est imaginable pour le MEDEF d'imaginer une semaine de 32 heures, quitte à concevoir des semaines de congés payés réduites, quitte à concevoir moins de jours fériés dans l'année? Qu'est-ce que vous pensez de ces genres de propositions? Moi, je crois, si vous voulez, que on a un problème d'emploi en France, et je reviens toujours à la base. Vous savez, quand vous avez un problème de plomberie, vous appelez un plombier. Quand vous avez un problème d'électricité, vous n'avez pas appelé un électricien. Quand vous avez un problème d'emploi, il faut appeler des spécialistes de l'emploi. Ce sont les employeurs. Voilà. Donc aujourd'hui, si vous voulez, depuis des années, les employeurs disent quoi? Ils disent, on a peur d'embaucher en France. C'est trop coûteux, c'est trop compliqué, c'est trop complexe. Et en plus, il y a une insécurité juridique. Et plus vous êtes petit, plus vous avez peur. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas de DRH. Quand vous avez 2-3 personnes et que vous prenez une personne de plus, c'est très angoissant. Et aujourd'hui, c'est un vrai problème. La peur de l'embauche, notamment des plus petits. Deuxièmement, vous avez un problème, je dirais, de fiscalité. Les charges sont toujours trop élevées. Et enfin, un problème de complexité de notre environnement réglementaire. Sur le temps de travail, ça c'est une... Sur le temps de travail, si vous voulez, quel est le problème? C'est que moi, je suis toujours surpris de voir qu'il y a beaucoup de gens, dont M. Martinez et d'autres, qui considèrent que le travail est un gâteau fini. Non. Il y a du travail partout en France. Je voudrais le répéter. Il y a du travail. Il y a du travail partout. Il y a juste des gens qui ont peur d'embaucher aujourd'hui. Mais si vous libérez ces freins à l'embauche, de ces petits artisans, de ces commerçants, de ces petites entreprises, eh bien vous libérez très vite, et je l'ai fait le calcul avec des fédérations concernées, 1 million d'emplois sous 5 ans. Je le rappelle, je l'assume. 1 million d'emplois. Pourquoi? Parce que vous voyez bien, vous avez le tourisme. Vous avez une filière du tourisme. Le tourisme, nous avons imaginé que si on ouvrait plus le dimanche et après 21h, si on travaillait beaucoup plus les touristes, notamment qui viennent d'Asie, il y en a beaucoup. Il y en a 50% de plus par an en France. Vous vous rendez compte? Il reste très peu en France. Il reste 2 jours et ils vont faire leurs courses en Angleterre. Le logement, on en a parlé. Le service à la personne. Vous avez un déficit de 100 000 personnes. Moi-même, dans ma propre société radiale, vous vous rendez compte que j'ai 5 usines en France. J'en ai une à Dole dans le Jura, 170 personnes qui cherchent depuis un an, 12 mécaniciens. Sur le temps de travail, 32 heures. Je vais revenir. 12 mécaniciens. Donc vous avez du travail en France. Alors après, sur le temps de travail, mais là aussi, toutes les statistiques le montrent, si vous voulez. Nous travaillons grosso modo 5 semaines de moins, 170 heures de moins que la moyenne européenne et que les Allemands. Alors je veux bien, si vous voulez, qu'on travaille moins que tout le monde. Dans un monde mondialisé, il y a un problème, si vous voulez. Donc finalement, vous ne voulez pas. Le bon sens paysan, c'est que vous êtes dans votre chambre et vous êtes un commerçant. Si vous ouvrez plus que les autres commerçants, vous gagnez un peu plus et vous avez plus de croissance. Donc ce matin, vous dites à M. Martinez, jamais 32 heures, non? Mais 32 heures.
Mais payer 32. Alors, vous pouvez avoir en effet des gens qui sont en temps partiel en disant « moi, je ne veux travailler que 32 heures, je serai payé 32 heures. Si c'est 39 heures, je les paye 39. Si c'est 45, je paye 45. » Si oui, je pense qu'il faut être proportionnel par rapport au coût du travail. Mais dire « on paye tout le monde à 39 et on va travailler 32 », il y a un vrai problème mécanique. Et vous savez, c'est de la mathématique de base. C'est vraiment de l'algèbre. Donc je crois que dans ce monde, si vous voulez, où nous devons aller chercher les commandes partout pour nous développer, dans l'Europe bien sûr, en Asie, en Afrique, merveilleux continent qui va se réveiller, se développer, eh bien si nous travaillons moins que les autres, ça ne marchera pas. Donc il faut au moins travailler autant que les autres. Il faut des emplois et pas des sous-emplois et que des petits jobs et que des petits emplois. Il faut des vrais emplois. Oui, si vous voulez, mais bien sûr, pour nous, si vous voulez, quel est le problème? Il faut donner par contre aux gens, aux chômeurs de longue durée. Il y en a 1 million qui n'ont pas vu une entreprise depuis 2 ans. Et à tous nos décrocheurs, il y a 150 000 jeunes décrocheurs. Il faut les remettre dans l'entreprise avec un emploi. Mais ça ne suffit pas, l'emploi. Oui. Il faut aller vers des métiers. C'est-à-dire, il y a 2 étapes. L'emploi, c'est retrouver de la dignité humaine pour les gens. Vous savez, il faut retrouver de l'épanouissement. Le travail, c'est de l'épanouissement, c'est de la dignité humaine, c'est du projet. Et ensuite, une fois que l'emploi, ça ne suffit pas dans l'entreprise, il faut qu'on les forme bien concrète, Pierre. un métier. Et la mesure sur la mise en place d'une prime activité pour remplacer le RSA activité et la prime pour l'emploi, est-ce que c'est une bonne mesure, selon vous? Oui, enfin, si vous voulez, ça simplifie. Quel est le problème aujourd'hui, si vous voulez? C'est que moi, je suis tout à fait pour préserver le salaire net SMIC des gens, c'est-à-dire y compris des gens qui sont des chômeurs longue durée. Je rappelle ce que j'avais expliqué il y a quelques mois, qui avait été confondu avec un SMIC jeune ou un SMIC dégradé. Non, je dis il faut trouver des dispositifs qui permettent en fait à l'entreprise de reprendre à coût réduit ces populations très défavorisées, très loin, mais que l'État, temporairement, je dis bien temporairement, abonde par un système de RSA complémentaire, de telle façon à ce que ça assure un pouvoir d'achat à 1 100 € net pour vivre. Donc en effet, ça coûte un peu moins cher temporairement à l'entreprise, mais ça permet à l'entreprise, d'embaucher ces gens-là qui n'ont pas de formation, qui sont très loin de l'emploi, et deuxièmement, de les former à un métier, car une fois que vous avez fait ça, vous avez sauvé des gens. Vous avez sauvé des gens par le travail, et c'est extrêmement important d'expliquer que le travail, c'est fondamental. C'est là où vous retrouvez de la dignité, de l'épanouissement, et donc tout ce qui est fait pour faciliter cette mise en œuvre du travail chez des gens très loin de l'emploi, est bon. Mais est-ce qu'on peut, avec un salaire de 1 100 €, 1 200 €, vivre décemment aujourd'hui dans les villes notamment et partout en France avec un salaire de cette nature-là, au vu des prix de logement, au vu du coût de la vie? Est-ce qu'on peut vivre dignement? On a plein de questions d'internautes autour de ces questions-là. Vous avez parfaitement raison. C'est difficile, c'est très difficile. C'est pour ça, si vous voulez, qu'on doit travailler aussi sur les sujets du logement, parce que le logement est un vrai problème. Donc c'est pour ça que le MEDEF n'a pas attendu à ce qu'on nous demande de travailler sur le logement. On l'a fait, on sait que c'est un problème, on a fait des propositions courageuses et on espère bien que les partenaires sociaux vont abonder ou faire d'autres propositions et que le gouvernement prenne ses responsabilités sur le sujet. Il faut libérer du foncier, comme je l'ai dit, il y a des tas de propositions qui permettraient non seulement à nos jeunes et moins jeunes salariés d'être mobiles, de retrouver de l'emploi et de se loger à des prix beaucoup moins élevés. Il y a un vrai nœud gordien sur le sujet. C'est pour ça que le MEDEF s'est intéressé au sujet. Et après, vous avez un problème de fiscalité, d'une façon générale. La fiscalité est trop élevée. Vous avez fait des propositions sur le logement, sur les entreprises. Mais vous en avez fait aussi également sur les recettes complémentaires, qui sont assez décriées en ce moment. On va en parler. Vous parlez notamment, une de vos propositions, c'est un abattement des pensions jusqu'à 67 ans. Est-ce que ce n'est pas un moyen, selon vous, d'empêcher les salariés de partir à l'âge légal de 62 ans et donc finalement de contourner la loi actuelle? Mais si vous voulez, on a un problème sur les retraites. Il est clairement exprimé. Si vous voulez, nous, là encore, nous devons travailler un peu plus longtemps parce que nos systèmes de retraite sont très déficitaires aujourd'hui. Nous avons des déficits qui seront en 2020 de l'ordre de 150 milliards à 200 milliards sur les retraites. Donc, et d'autres vont vous rétorquer que c'est conjoncturel. Mais ce n'est pas conjoncturel du tout, ça fait des années que ça se dégrade. Donc quel est le problème? Soit en effet on dit tout va bien, dormez braves gens, etc. Et vous allez pousser un énorme sable de déficit vers les jeunes, vers nos jeunes, vers les populations à venir. C'est scandaleux de financer les retraites en disant c'est les jeunes qui vont payer. Donc là encore, lucidité, pragmatisme. Qu'est-ce qu'on fait tous les pays européens? Qu'est-ce qu'ont fait les grands pays occidentaux? Eh bien, ils ont tous décalé l'âge de la retraite. Et nous, au niveau du MEDEF, et ça fait plusieurs mois que nous le disons,
il faut décaler en effet le nombre d'annuités de 42 à au moins 44 annuités, et ensuite, en effet, décaler l'âge de la retraite qui est aujourd'hui de 62 à 64 ou 65 ans. Ça, c'est le premier point. Et ne disons pas qu'il n'y a pas de travail en France. C'est faux, je peux le prouver tous les jours. Il y a du boulot. Encore une fois, faut-il libérer les freins à l'embauche et développer des relais de croissance. C'est tout ce que nous faisons au niveau du MEDEF en termes de propositions, je reviendrai là-dessus. Donc en effet, sur les retraites, qu'est-ce que nous disons? Retraite complémentaire Agir Carco. Nous avons là encore des réserves qui vont s'épuiser pour les cadres dans 2 ans. Il n'y aura plus de réserves. Et pour les non-cadres, dans 5 ou 6 ans ou 7 ans. Il n'y aura plus de réserves. Donc qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a plus de réserves? Soit premier réflexe, on s'endette. Scandaleux. Ça fait 30 ans qu'on s'endette. S'endetter, ça veut dire rembourser. Qui c'est qui va rembourser? Les générations futures. Donc vous ne pouvez pas vous endetter. Deuxième solution, je termine juste, augmenter les cotisations. Ça, c'est le deuxième réflexe pavlovien, je dirais. Alors ça, c'est hors de question pour vous? Mais oui, mais pourquoi? Mais parce que ça fait 30 ans qu'on augmente les cotisations sur les entreprises. 30 ans. Dès que vous avez un problème, boum, une taxe. Un autre problème, une cotisation. Et vous finissez par avoir un outil de travail qui est plus compétitif du tout. C'est le rapport gallois qui explique que toutes les marges d'entreprise sont à 29%, alors que les marges allemandes et européennes sont autour de 40%. Donc vous avez un problème. Donc on ne va pas régler tous les problèmes que nous avons en augmentant les cotisations sur les entreprises. On serait complètement fou. Donc qu'est-ce qui reste? C'est les pensions, les réduire. Alors ça fait partie des négociations. Moi je ne suis pas forcément favorable de le faire. Et vous avez travaillé plus. Travailler plus, c'est ou inciter les gens à rester plus dans le travail. Plus exactement, c'est ce que nous avons prévu dans le cadre des Agir Carco, retraite complémentaire. C'est quelqu'un qui n'a pas, en effet, toutes les annuités pour partir. Eh bien, s'il veut partir à 62 ou 63 ans, il peut le faire, mais il aura une décote. Il aura une décote. Bon, soit il assume qu'il aura une décote. Donc il est incité à partir à 67 ans. Mais soit il assume qu'il y a une décote et il s'organise pour le faire et il peut partir, mais il aura une décote. Et cette décote se réduira au fur et à mesure que vous atteindrez 67 ans. Il y a une autre proposition, Pierre Gattaz, qui pour les retraites complémentaires. C'est cette réduction des droits du conjoint en cas de décès d'un retraité sur les pensions de reversion. Oui. Ne craignez-vous pas que les femmes soient les premières impactées? En fait, une question là-dessus, sur les femmes notamment. Écoutez, là c'est aussi un problème d'équilibre. Ce que nous proposons, ce sont d'abord des idées qui sont en négociation. Donc il faut en effet trouver des solutions pour combler les déficits ou plus ou moins ne pas tailler dans les réserves qui vont s'épuiser. Donc toutes les idées sont bonnes et on avait imaginé en effet que par rapport à des cas de figure, je dirais homme-femme, il y a des couples où les deux travaillent, etc. Vous avez un certain nombre Le dispositif peut évoluer. Le dispositif peut évoluer et en effet vous auriez la possibilité de conserver les pensions de reversion pour votre veuve future si vous faites un effort avant lorsque vous partez à la retraite. Ou alors, en effet, de baisser, c'est un choix. Je dirais. C'est un choix, mais je dirais tout ça doit être en sur-mesure et adaptable. Nous ne disons pas que c'est la solution, ce sont des propositions que nous avons faites pour en discuter. Alors ensuite, il y aura un atterrissage, mais encore une fois, je pense qu'il faudra qu'il y ait... Je vous fais part, Pierre Gattaz, d'une réflexion de Yves qui nous dit « N'y a-t-il pas là la preuve d'un cynisme froid ?» Je fais part de ce qu'il nous dit, à faire choisir entre une décote pour l'époux ou la veuve. Est-ce que mettre sur le terrain ce choix-là... Il n'y a pas de cynisme, il y a du calcul mathématique. Je suis désolé, si vous voulez. Comment fait-on? Moi, j'ai toujours dit, le problème, si vous voulez, lorsqu'on fait du social pur hors sol, ça ne marche jamais. Le social doit être économique. Le social, il faut le payer. Le social, ça ne fonctionne que si vous avez de la croissance, de la compétitivité, des entreprises qui fonctionnent et qui permettent de créer de la richesse. Lorsque le problème de la retraite est un problème criant, dans tous les pays du monde d'ailleurs, eh bien, la plupart des pays, notamment européens, travaillent plus. Donc je dirais qu'il faut regarder toutes les solutions pour ne pas se retrouver en disant « je continue de partir à la retraite comme je veux, je continue d'avoir des pensions de reversion de façon importante », qui sont d'ailleurs, je crois, en France, le dispositif le plus favorable qui existe. Encore une fois, regardons l'ensemble des pays européens et regardons là où nous sommes, je dirais, plus généreux, entre guillemets, de telle façon à se dire, là, on peut sans doute faire des efforts. Et si on ne regarde pas lucidement des situations de financement, et je suis désolé de revenir là-dessus, eh bien, on ne regarde pas le problème et vous laissez aux générations futures des déficits ou des dettes absolument considérables. Et un jour, on se réveillera avec un énorme mal à la tête. Pierre Gattaz, avant d'aborder le sujet des contreparties au pacte de responsabilité, une question vraiment rapide concernant l'assurance chômage. Sur la table, il y a la question des droits rechargeables qui pénaliseraient certains chômeurs qui ont été mal payés pendant un temps. Est-ce qu'il ne faudrait pas une sorte de droit d'option ou la possibilité de renoncer aux droits rechargeables, notamment le CFDT qui propose ça?
Écoutez, alors les droits rechargeables, c'était un dispositif que nous avons mis en place en mars 2013, à l'occasion de la dernière réunion négociation sur l'assurance chômage. Je crois que c'est un bon dispositif qui permet en effet d'inciter les gens à prendre un job et de ne pas perdre des droits de chômage. Aujourd'hui, on constate que certains pourraient s'estimer lésés. Oui, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons d'autres réunions qui se passent actuellement pour essayer d'améliorer le système. Parce qu'en effet, qu'est-ce que nous faisons, nous, dans nos entreprises? Quand vous lancez un processus comme celui-ci, nous avons, excusez-moi, je reviens sur des thèmes d'entreprise. Un processus, c'est Plan Do Check Act en anglais. On planifie un processus, on le met en place, ensuite, check, on vérifie qu'il fonctionne, et on le corrige, acte. C'est toujours le même processus. Quand vous lancez une loi, une négociation, que vous mettez en œuvre des dispositifs, vous devez impérativement vérifier s'il n'y a pas de problème, de coûts supplémentaires ou de gens lésés. C'est ce qui se passe actuellement, c'est ce que nous constatons. Donc nous allons corriger ce système de droits rechargeables. Je vous le dis, il n'y a pas de problème et ça me paraît tout à fait naturel. On devrait le faire sur toutes les lois d'ailleurs, absolument toutes. Asservissement, check. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on crée de l'emploi? Est-ce qu'on crée de la compétitivité? Est-ce qu'on crée de la qualité sociale? Si c'est oui, bah, tant mieux, bravo, on continue. Si c'est non, bah, on corrige. Pierre Gattaz, parlons des contreparties au pacte de responsabilité. Oui. Il y a tout juste un an, ça tombe bien, le MEDEF signait avec les 3 syndicats signataires un accord sur le pacte de responsabilité. Alors, les premières baisses de charges, nous dit-on, au gouvernement, sont entrées en vigueur. Mais qu'en est-il des contreparties? Où en sont les branches, précisément? Et où en est-on, Pierre Gattaz, des 1 million d'emplois promis? Alors, d'abord, moi, je n'ai jamais promis 1 million d'emplois. Je l'ai promis en dehors du pacte de responsabilité. Ce que j'ai dit, je reviens là-dessus, nous avons, indépendamment du pacte de responsabilité, dit en France, nous avons 10% de chômeurs, nous sommes capables demain matin, en 5 ans, de créer 1 million d'emplois si nous levons les freins à l'embauche. Ça n'a rien à voir avec le pacte de responsabilité, j'aurais le précisé, car les gens amalgament. J'ai cité des exemples. L'emploi à domicile, il y a 100 000 emplois qu'on pourrait mettre en place par une fiscalité adaptée. Le logement, on vient d'en parler, il y a sans doute 100 à 200, plus que ça. On m'a parlé de 300 à 400 000 emplois à créer sous 5 ans dans le logement. Énorme. Dans les services à la personne, dans le tourisme. Donc voilà des poches qui permettraient, si on regarde chacune des poches avec courage, et là j'attends du gouvernement qu'il mette en place des mesures libérant les freins, eh bien vous pouvez créer 1 million d'emplois. Concernant les baisses de charges, les contreparties aux baisses de charges. Nous ne sommes pas condamnés à être à 10% de chômage, c'est ça que je veux dire. Bon, ça c'est le premier point. Deuxième point, pacte de responsabilité. Nous avons dit en effet, nous avons un écart avec l'Allemagne de 130 milliards. À l'époque, c'est 116 milliards d'écart de compétitivité sur nos entreprises. C'est énorme. On a dit au gouvernement il y a 2 ans, 1 an et demi, si vous libérez la fiscalité sur le coût du travail et sur les impôts, eh bien vous allez libérer, je dirais, une pression fiscale qui permettra aux entreprises de repartir de l'avant. Donc, nous avons joué le jeu et on nous a, au lieu de nous donner 130 milliards, ce qui serait l'idéal, on a dit on va vous baisser de 40 milliards. Sachant que dans les 40 milliards, vous avez du CICE pour 20 milliards qui permettra de baisser le coût du travail. De votre côté, parlons de vos engagements à vous. Mais alors, mes engagements, c'est quoi? En effet, c'est de dire nous allons jouer le jeu et nous avons motivé depuis des mois toutes les branches du MEDEF. Nous en représentons 55. Les plus importantes, il faut savoir quand même, les plus importantes ont signé. Nous avons aujourd'hui 15 signatures de branches, ça veut dire 15 branches qui ont signé. Sur les 50 principales. Ça veut dire sur les 50 principales, mais les 50 principales, là nous avons les 15 les plus importantes. Vous avez lu même les banques, les assurances, le bâtiment, etc., je crois qu'il est en cours de signature. Ça représente 7 millions de salariés, soit les 12 millions que le MEDEF représente. Donc vous êtes au-delà de 50% et vous en avez encore 5 à venir. C'est-à-dire que peut-être que dans 1 ou 2 mois, si je reviens à votre émission, je pourrais vous dire qu'il y a 20 branches qui ont signé. Mais avec un engagement sur de l'emploi, là, donc on estime à combien l'engagement des branches aujourd'hui? Si vous voulez, c'est impossible de vous engager sur l'emploi. Moi, je suis incapable de m'engager sur des emplois fermes. Mais pourquoi? Parce que l'emploi, c'est une conséquence. Je le rappelle, nous n'avons pas un bouton, nous, entrepreneurs, où on appuie sur le bouton en disant « je vais créer 100 000 emplois ». Mais pour autant... C'est une conséquence. Je rappelle juste Schroeder Hartz, en 2003. On fait des mesures, on pris des mesures, je dirais, assez courageuses. Ils ont mis sur l'emploi, et pour libérer le travail, etc., et réduire les déficits, ils ont mis 3 ans avant de constater que le chômage allait baisser. Donc moi, ce que je dis, c'est ça va dans le bon sens. J'ai salué le pacte de responsabilité. Je l'accompagne tous les mois avec des réunions avec les branches. Je joue le jeu parce que j'y crois beaucoup. Aujourd'hui, 15 branches, et dans 2 mois, 20 branches. Écoutez, aujourd'hui, 15 branches ont signé. Ce sont des engagements, je dirais, d'objectifs. Ce sont des objectifs pour dire, nous aurons des départs à la retraite, nous allons au moins les compenser, voire en faire plus. Nous allons travailler sur les jeunes, nous allons travailler sur les apprentis. Donc chacune des branches... Le processus est enclenché. Mais bien sûr, il est enclenché.
non pas depuis mars dernier, même si c'est la signature de mars dernier, nous avons attendu quand même, je dirais, les trajectoires de baisse du pacte de responsabilité qui n'ont été votées que juin-juillet, mais puis septembre-octobre. Les entreprises ont commencé à toucher déjà. Alors, le CICE, c'est récent. Les premiers CICE touchés, c'était quand même juin, juillet, août. Et là, aujourd'hui, depuis le 1er janvier, en effet, il y a la deuxième tranche qui arrive, qui va permettre, en effet, de libérer du coût du travail. Et ça, c'est quand même des bonnes nouvelles. Donc, l'engagement du MEDEF et des branches, c'est d'accompagner cette baisse de la pression fiscale qui va arriver. On parle beaucoup, Pierre Gattaz, d'effet d'aubaine considérable dans certains secteurs. Est-ce que vous partagez ce constat? Peut-être pas dans tous les secteurs, mais est-ce que dans certains cas, il y a des effets d'aubaine? Si vous voulez, ce n'est pas un effet d'aubaine, c'est une pression fiscale que nous connaissons tous en tant que salariés, que ménages, qu'entrepreneurs. Il y a une pression fiscale qui est délirante en France, je le rappelle. Il faut réduire cette pression fiscale. On reproche à certaines entreprises de s'engager sur des pistes, sur des prévisions qui étaient déjà le cas il y a 3-4 ans. Mais quand vous baissez les impôts sur les ménages, est-ce que vous demandez des contreparties aux ménages? Moi, je trouve ça remarquable. Donc nous avons accepté des contreparties sur les entreprises. C'est une baisse d'impôts dont on parle. Ce n'est pas des cadeaux aux entreprises, c'est une baisse d'impôts. L'État représente aujourd'hui, le public représente 58% du PIB. Je rappelle que les Allemands sont à 45% et que les Italiens sont à 48%, moyenne européenne 49%. Eh bien cette masse de 58% je dirais, de la fonction publique globale est énorme. Elle est 13 points de plus que les Allemands, c'est-à-dire 260 milliards de trop. Eh bien cette pression, cette dépense publique, il faut la payer. On la paye comment? Taxes, impôts, charges sur les ménages, sur les salariés, sur les entreprises. C'est ce que nous condamnons, c'est ce que nous contestons. Donc le vrai courage de ce dispositif, c'est pas de dire on vous donne 40 milliards, d'abord on ne nous donne pas, c'est une baisse d'impôts. C'est une baisse d'impôts. Quand vous baissez les impôts sur les ménages, on ne demande pas aux ménages des contreparties. Ça c'est le premier point, c'est très important. On joue le jeu quand même, Et deuxièmement, le vrai problème. Quand même, sur la logique, vous ne partagez pas l'idée de faire des contreparties. Ça, on a bien entendu. Mais c'est pas des. Je continue, mais je joue le jeu. J'ai accepté les contreparties d'engagement de moyens et non pas de résultats. Par contre, je vais tout faire parce que c'est mon obsession pour mon pays, c'est l'emploi. Donc chaque fois que je vous parle et toutes les heures que je passe au MEDEF aujourd'hui, et pour mon pays, c'est pour l'emploi. Donc ce pacte de responsabilité va dans le bon sens, je le rappelle. C'est 40 milliards de baisse à terme en 2017. C'est important, ça va venir doucement, et j'espère que d'autres facteurs exogènes, comme l'euro qui a beaucoup baissé par rapport au dollar et au franc suisse, comme l'énergie qui a beaucoup baissé, va permettre d'avoir des facteurs exogènes la reprise, elle est là supplémentaires. Pour créer des emplois, vous disiez 1 million d'ici 2017, il faut de la croissance. Est-ce que non, il y a deux choses. Alors, je voudrais répéter. Vous avez tous les freins à lever, tous les verrous qui ne sont pas encore levés aujourd'hui, loin de là. Il y en a un tout petit peu dans la loi Macron. Il y en aura peut-être un tout petit peu dans la loi Rebsamen, et encore, je ne suis pas sûr. Donc, il y a toujours les mêmes verrous. Ouvrir le dimanche, ouvrir... La reprise en 2015, vous croyez ? La reprise, elle est là. La reprise, je dirais, est mécaniquement un peu meilleure aujourd'hui pour les grands exportateurs. Pourquoi ? Parce que vous avez en effet un euro qui a beaucoup baissé. Il était à 1,35 par rapport au dollar. Il est descendu à 1,8 cette nuit. C'est très bon pour les exportateurs. Bon, par contre, je suis toujours très inquiet pour nos TPE, nos PME. Celles qui n'exportent pas, parce que celles-ci, en fait, vont avoir du mal je dirais, la croissance, ils risquent de l'avoir plus tardivement, peut-être, si elle se confirme. Moi, je pense qu'on ne peut pas attendre béatement la croissance. La croissance, il faut aller la chercher avec les dents, pour citer quelqu'un que vous connaissez. Et nous sommes en train de travailler sur un livre bleu pour expliquer tous les relais de croissance sur lesquels nous devons travailler tous ensemble, les Français. Ça sortira au printemps. La croissance, il faut aller chercher, c'est équiper le monde. Il y a 4,5 milliards d'individus à équiper. Il faut qu'on soit beaucoup plus exportateur, beaucoup plus mondialisé. Et donc, il faut qu'on soit compétitif pour le faire. Et puis, vous avez tout le futur à construire, toutes les filières du futur à construire. Vous avez la santé, la sécurité, le vieillissement de la population, le tourisme, l'agroalimentaire. Tout ça, ce sont des filières formidables. Et c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les petits signaux, je dirais, de croissance sont là. Ça nous rend un peu optimistes, mais malheureusement, ça ne suffira pas pour créer durablement de l'emploi. Pour créer durablement de l'emploi et pour revenir à de la croissance, il faut s'attaquer aux freins à l'embauche d'une part, il faut s'attaquer aux relais de croissance, il faut s'organiser pour. Le MEDEF est en train de faire des propositions sur ces deux sujets. On change de sujet, on a beaucoup de questions sur
sur la fiscalité des entreprises. Et notamment qui est lié à l'emploi, bien évidemment, parce que vous parlez de l'emploi, votre pin sur l'emploi que vous portiez d'habitude, oui, vous n'avez pas votre... Excusez-moi, j'étais mal réveillé. Non, mais vous êtes mal réveillé. Il est là, vous voyez, voilà. Oui, il est là, je peux le mettre comme ça. Non, mais simplement, effectivement, l'emploi est important Oui. et donc Oui. les gens attendent et vous attendent là-dessus, bien évidemment. Mm. Mais y a-t-il en France, à côté de cela, en parallèle, des dérives du capitalisme financier? C'est-à-dire, est-ce que vous admettez que quelques entreprises, pour distribuer des dividendes aux actionnaires de manière très importante, dérivent parfois et arrivent à faire des choses, à fermer des entreprises, à licencier à tour de bras? Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Est-ce que vous condamnez effectivement cela? Oui, je condamne les excès. Je condamne les excès de la financiarisation de l'économie d'une façon générale. Je suis pour une économie humaine. Je suis pour que notre économie, si vous voulez, développe de l'emploi pour nos concitoyens. C'est fondamental, si vous voulez. Je voudrais l'affirmer. L'économie, c'est pas de distribuer des dividendes aux actionnaires. L'économie, c'est un tout, c'est une harmonie. Une entreprise, ça se développe durablement avec 3 parties prenantes. Des clients, parce qu'il faut des clients. Si vous n'avez pas de clients, c'est mort. Des hommes et des femmes, parce que si vous n'avez pas d'hommes et des femmes, vous ne pouvez pas développer. Ce sont eux qui font et des l'entreprise. actionnaires, quand même, qui sont des apporteurs de cash, notamment de fonds propres. Et puis vous pourrez ajouter les fournisseurs, quand même, qui sont très importants. Cette harmonie, c'est un tout. Si vous déséquilibrez l'un des piliers, vous êtes mort. Enfin, vous êtes mort dans le temps. Donc je dirais que lorsque vous dites oui à vos clients tout le temps, ça ne marche pas longtemps, parce que c'est une stratégie de bisounours. Bon. Si vous dites oui aux actionnaires en distribuant des dividendes, ça ne marche pas longtemps, parce que vous asséchez les entreprises. Et puis, etc., vous pouvez prendre les 4 parties prenantes. Donc, tout le problème de l'entreprise, lorsqu'elle veut être durable, ce qui est le cas des entreprises patrimoniales ou familiales en général, comme on voit en Allemagne. Où il y a une éthique plus forte, alors. Vous avez en fait une stratégie dans la durée. Et vous avez une éthique sans doute plus forte, qui fait que vous êtes harmonieux, notamment pour laisser suffisamment d'argent, lorsqu'elle fait des profits, ce qui est fondamental, pour investir dans le futur. Donc, Pierre Gattaz, il y a des entreprises qui versent trop de dividendes au détriment de l'investissement. Après, si vous voulez, les excès sont condamnables. Les excès sont condamnables. Et quand arrivent des excès de cette nature-là, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant que patron du MEDEF? Mais si vous voulez, moi, de cette nature-là, il faut regarder les cas de figure précis, parce qu'on me parle beaucoup du CAC 40, mais je rappelle que dans le CAC 40, qui distribue entre 50 et 70% de leurs dividendes, c'est l'État qui demande le plus de distribution de dividendes. C'est l'État, donc il ne faut pas être schizophrénique non plus, si vous voulez. Alors d'autre part, si vous voulez, il faut quand même rappeler sur ces problèmes des dividendes que quelqu'un qui met de l'argent dans une entreprise, il y a un risque. C'est ce qu'on appelle des fonds propres, ce sont des actions, c'est de l'investissement. Donc il faut rémunérer ce risque. Si vous ne rémunérez pas ce risque sous forme de dividendes, eh bien, au lieu de mettre de l'argent dans l'économie, dans l'entreprise de la gamine qui va créer sa start-up, etc., avec beaucoup de risques, eh bien, vous le mettez en SICAV de trésorerie, en placement sécurisé, et là, vous avez vraiment de l'argent qui dort. Donc moi, je préfère 1000 fois, si vous voulez, qu'on incite quand même des gens qui ont un peu d'argent, que ce soit des retraités, des salariés, des investisseurs étrangers, à mettre de l'argent dans l'économie française qui en a besoin, dans les TPE, les start-up, les PME, et cette rémunération se fait sous forme de dividendes ou de plus-value. Donc faisons attention, si vous voulez, que lorsqu'on travaille sur un sujet comme ça, qui est très délicat, qui est le chiffon rouge en France, bien évidemment, avec cette dividende, etc., eh bien, on ne revienne pas sur une économie totalement administrée, avec une fiscalité démotivante, qui fera fuir tous les actionnaires et investisseurs. Moi, je pense, si vous voulez, qu'il faut être harmonieux. Et en effet, il y a des excès. Il faut aussi savoir qu'il y a des salariés actionnaires, et qu'ils sont très contents de toucher des dividendes, etc. Et que ne regardons pas que les excès. Alors par contre, il faut les condamner, en effet. Nous sommes dans un monde ouvert, nous avons des règles du jeu internationales, et en effet, il faut trouver une harmonie, une convergence fiscale globale. Et moi, je pense que, si vous voulez, il y a certains sujets, sur le plan économique, la rémunération des patrons internationaux, les dividendes, où globalement l'Europe devrait se prendre en main là-dessus, justement, pour sortir d'une autre caricature, le G20. On a d'autres questions sur une intervention de François Hollande dernièrement aux Parisiens, qui déclarait que Total devrait être le plus gros contribuable français. Est-ce qu'il faut davantage faire participer les champions de l'économie à l'effort fiscal? Mais si vous voulez, on revient sur la fiscalité. La fiscalité, bien évidemment, il faut payer des impôts et des taxes. Ça vous a surpris cette sortie de François Hollande sur Total? On peut prendre toutes les déclarations des hommes politiques les uns après les autres, si vous voulez. Mais ce n'est pas parce qu'une boîte est très performante internationalement, c'est vrai qu'en logique, on devrait se dire qu'elle devrait payer proportionnellement des impôts en France. Pourquoi pas? Mais vous êtes dans une configuration, la fiscalité est complexe.
est très complexe. Vous pouvez avoir beaucoup de charges et de dépenses en France, ce qui fait que votre résultat en France est plombé. Parce que vous avez de la R&D, parce que vous avez plein d'investissements que vous faites en France. Donc je dirais que la fiscalité, c'est pas simple. Moi, je suis contre, bien sûr, la fraude fiscale. Je suis contre les paradis fiscaux. Je suis contre toutes les petites magouilles qui permettent de récupérer de l'argent ou de se planquer. Par contre, je suis pour l'optimisation fiscale. Parce qu'en fait, c'est un acte de gestion. Regardez le crédit impôt recherche, par exemple. Le crédit impôt recherche, c'est une optimisation fiscale. Vous mettez des chercheurs en France, c'est des ingénieurs, parce que vous avez une motivation fiscale à le faire. Pierre Gattaz, il nous reste 3 minutes. Donc, pour répondre à votre question, si vous voulez, je crois que le problème de la fiscalité française, c'est qu'elle est beaucoup trop compliquée, c'est qu'elle est beaucoup trop démotivante, c'est qu'elle est beaucoup trop lourde. Et pourquoi elle est lourde? Je reviens à la mère des réformes que nous devrions faire, c'est la réforme sur les dépenses publiques, sur la sphère publique. Je reviens sur mes 58% Donc de sur PIB. Total, vous avez du mal quand même à rester dans le cas concret. Mais sur Total, c'est comme un autre. Pourquoi la presse, si vous voulez, c'est une configuration d'entreprise. Vous avez des entreprises qui ont payé beaucoup d'impôts en n'étant pas en France. Et inversement, je pense que là, ensuite, il faut regarder les cas de figure. Ça ne me choque pas, il n'y a pas de lien direct. Quelques petites minutes et 2 questions. Oui. Une question, alors on a énormément de questions là-dessus, je suis obligé de vous poser la question. Oui. Là, le patron de Sanofi qui est arrivé avec un bonus de 4 millions d'euros choque beaucoup nos internautes. Est-ce que vous comprenez que ça puisse choquer? Mais je comprends que ça puisse choquer. Je comprends que ça puisse choquer, bien évidemment, ce sont des sommes énormes. Mais cela étant, je comprends l'émoi que ça suscite. C'est juste. Après, si vous voulez, vous avez une société internationale dans un domaine très compliqué, très compétitif. Vous avez un talent qui pilotait une boîte concurrente allemande, Bayer, qu'ils ont été chercher avec les compétences qu'il a, avec le cursus qu'il a, avec l'expérience qu'il a, avec les résultats qu'il avait. Donc économiquement, c'est plutôt approprié sur le marché, sur un tel marché. Après, si vous voulez, vous vous retrouvez sur ce genre de sujet qui fait que ça suscite beaucoup d'émoi, et je comprends l'émoi suscité par cette rémunération. Après, en effet, il y a eu une embauche d'une star, quelque part, qui est là, qui est français, qui va permettre aussi à Sanofi de garder des centres de décision, des centres de recherche en France, ce qui est très important. Et je dirais, une star au football, vous savez bien, ça ne pose pas autant de problèmes que la star dans l'entreprise. Vous défendez plutôt ce bonus. Je dis que vous avez le côté, je pense que ce genre de choses est à réguler au niveau international. C'est pas possible autrement. Et lorsque vous regardez la presse, le salaire du patron de General Motors qui est tombé ce matin, 75 millions de dollars. Bon, donc il y a des excès qui se paraissent totalement délirants, et notamment dans le monde anglo-saxon, si vous voulez. Donc je dirais que sujet compliqué à gérer, et on ne peut pas le traiter seul. Moi, ce que je dis, si vous voulez, on ne peut pas le traiter seul. C'est un sujet, en effet, au minimum européen. Donc vous entendez qu'il y a certains excès, certaines indécences, mais que ça fait partie des logiques économiques. Écoutez, ça fait partie des logiques économiques, et je pense que si on veut être globalisé, mondialisé, il y a des talents qui sont là, qui sont uniques, avec des expériences, avec des rémunérations qu'ils avaient dans d'autres sociétés, et que si vous voulez, je dirais, vous développer, il faut savoir rémunérer les talents. Ceci étant dit, je comprends l'émoi. Allez, toute dernière question sur le sujet. Écoutez, ça concerne le statut du MEDEF et l'avenir du président du MEDEF. Pourquoi vous souhaitez un mandat unique de 5 ans et c'est tombé visiblement comme ça en interne. Pourquoi essayer de passer en force? En tous les cas, vous avez en interne quelques opposants qui ont été vraiment surpris de vos... C'est pas une surprise. Dans ma campagne du MEDEF il y a 2 ans, j'ai toujours dit je ferai un mandat unique de 5 ans. Je ne veux pas être dans le système, si vous voulez, de l'apparatchik. Moi, je suis là, je suis chef d'entreprise. Vous êtes un homme de terrain. Je suis un homme de terrain, et c'est une mission. C'est une mission de 5 ans pour essayer de redresser l'économie française, faire l'économie humaine, de retrouver de l'employabilité pour nos citoyens, de retrouver de l'emploi. Pourquoi de passer en force, Pierre Gattaz? Pourquoi ne pas consulter le comité statutaire? Mais je ne suis pas du tout passé en force. J'ai créé un groupe, en effet, de réflexion, un premier groupe de réflexion. Ce premier groupe a eu quelques réflexions, et nous avons soumis à ce comité statutaire, il y a quelques semaines ou quelques mois, le sujet. Mais ce sujet, c'était de dire le président du MEDEF ne doit pas faire plus de 5 ans. Et c'était totalement contradictoire avec, en effet, la conclusion qu'ils avaient donnée à Laurence Parisot il y a 2 ans. Premier problème. Mais je crois que le problème le plus important, c'est que je voulais aussi que le comité statutaire soit composé de chefs d'entreprise opérationnels. Car de nouveau, si vous avez des apparatchiks, ça ne marche pas. Il faut que le MEDEF et ses représentants dans toutes ces instances
sur les chefs d'entreprise opérationnels pour mieux représenter les chefs d'entreprise que nous représentons, avec les problèmes de valeur, avec les problèmes de priorité, avec les problèmes de stress, avec les problèmes de problèmes. Pas d'arrière-pensée vis-à-vis de l'arrière-garde de Mme Parisot, par exemple. Aucune arrière-pensée, puisque j'avais déclaré ça pendant toute ma campagne, et je le dis à toutes mes... Je ferai que 5 ans. Donc vous êtes contre la professionnalisation des mandats, donc à la limite ça pourrait se rapporter à la politique. Mais fondamentalement. Vous voulez donner l'exemple. Mais fondamentalement, je n'ai aucune arrogance sur le sujet, mais je pense que si vous voulez, vous êtes là en mission et vous ne faites plus de clientélisme. Vous n'êtes plus en train d'essayer d'acheter vos petites voix à droite, à gauche pour essayer de rester en poste. Ça, c'est horrible. Vous avez un problème, c'est comme dans l'entreprise, il faut régler le problème. Vous n'êtes pas en train de vous dire, je ne peux pas le régler parce que je n'aurai pas les voix suffisantes. Donc là, quand vous êtes libéré de votre réélection, ce qui est mon cas, ce qui sera mon cas, vous pouvez vraiment vous atteler aux vrais problèmes du pays, aux vrais problèmes des Français. Parce que quel est le problème, encore une fois, c'est que les Français aient du boulot pour eux, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. C'est la seule motivation, si vous voulez. Et il y a urgence. Donc voilà ce que je voulais vous dire. C'est pour ça que j'ai voulu non pas passer en force, soumettre à ce comité statutaire un système, et ce sera débattu. Il y a un processus tout à fait organisé. Ce comité statutaire va être remplacé, puisqu'il y en a certains qui sont partis. C'est une tempête dans un verre d'eau, si vous voulez. C'est vraiment une tempête dans un verre d'eau. Donc tout va bien en EDF. Tout va très très bien. Eh bien, ce sera le mot de la fin, Pierre Gattaz. Merci d'avoir été avec nous ce matin en direct politique. Merci à tous, merci chers internautes. On se retrouve mardi prochain, même heure, même endroit, comme d'habitude. D'ici là, restez connectés, à bientôt.